Appelez-moi désormais la voix du prince. Hein? Mon arrangé lion très très fort. Appelez-moi le clavier. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Appelez-moi désormais la voix du prince. Hein? Mon arrangé lion très très fort. Appelez-moi le clavier. Appelez-moi désormais la voix du prince. Hein? Mon arrangé lion très très fort. Appelez-moi le clavier. Bonjour chers amis, bonjour chers followers, bonjour à vous. Bonjour à chacun d'entre vous, bonsoir pour certains, bonjour pour d'autres. J'ai eu un peu de temps, comme convenu ce soir, je vais m'exprimer, donner mon analyse sur cette vidéo qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux, sur plusieurs plateformes des réseaux. Et des vidéos se sont multipliées, des forums, des interpellations. J'ai été taguée dans plusieurs vidéos, des commentaires sympathiques comme des commentaires injurieux. Mais je prends plaisir à être devant vous cette fin d'après-midi. Oui, effectivement, cette fin d'après-midi, parce qu'il est presque 19h, heure de Paris, donc on est 18h52 à Paris, pour m'entretenir avec vous sur cette vidéo qui a défrayé la chronique. Mes chers frères, je voudrais qu'on prenne un peu de patience pour qu'ensemble on puisse écouter la vidéo, de quoi il s'agit. On va l'écouter pendant 30 minutes parce que c'est une séquence qui a duré quand même 1h45. Séquence à laquelle certains de nos compatriotes, d'abord il a commencé aussi avec des frères et sœurs du côté du Burkina Faso, qui sont dans leur jeu de propagande, c'est normal, ce sont les bonnes guerres. Et ça, la propagande, en matière de communication, quand on est en désaccord sur un certain nombre de sujets, des accords politiques, des accords stratégiques, des propagandes sont utilisées pour soit salir l'autre, chercher à déstabiliser les uns et les autres. C'est ce qu'on appelle les bonnes guerres. Ce sont des bonnes guerres de communication. Donc que les Burkinabés puissent utiliser une fine partie, une séquence de la vidéo et en faire de la propagande, moi je dis c'est pas un problème en soi. Bien, je vous reviens 2 minutes. Please, 2 minutes, je vous reviens parce que le ventilateur me fatigue un peu. Un instant, mes amis. Le ventilateur me fatigue un peu, vous voyez. C'est ce qui fait le vent. Ah, ça me fatigue beaucoup. Pardonnez, le ventilateur me fatigue beaucoup, donc je vous reviens. Mamie. Oh, c'est négatif ici. Il y a quoi même? C'est pas possible ça. Moi, je me mets par le ventilateur, il est diminué. Si je diminue aussi, j'ai chaud. Un instant, regardez les catalogues, le calendrier. Ça vous fait du bien. Attendez. Hop là. Je vais décaler comme ça un peu, parce que là, je n'y arrive pas.
Ouais, tu viens pas ici, oh. Je suis avec ma communauté. Je suis là. Donc, je vous ai présenté un peu un calendrier. Voilà. Très bien. Donc, mes amis, je voudrais vous dire ceci. On va écouter rapidement la vidéo. Hein? On va écouter rapidement la vidéo, le temps que les choses se passent. Pour qu'on sache de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas informés, pour qu'on sache un peu de quoi il s'agit. Ouais. Attends, mon frère. Donc, on va écouter la vidéo et on va revenir sur cette actualité. Qui m'a envoyé ça encore? Oh. Eh. Comment je fais? Comment je fais là? J'ai un appel important. Un instant. Pardonnez-moi, vraiment. Ça se rappelle. Pardonnez, on va écouter rapidement la vidéo. Cela, il va durer quand même plus d'une heure. Parce que la vidéo, la séquence qui a été coupée fait 1 minute 10 ou peut-être 35 secondes, je ne sais même plus. Mais la vidéo, ça dit que cette vidéo dure 1 heure. Pardon. Du ventilateur, je vais l'arrêter parce que là, ça commence. La vidéo dure plus d'1 heure 45. Donc, on va écouter ensemble. On y va. Je vais arrêter. Je vais arrêter le ventilateur parce que là, vraiment, je ne vais pas m'en sortir. On écoute la vidéo rapidement. Je vous laisse écouter le temps. Le temps qui était le temps était le temps. On écoute rapidement ensemble la vidéo. Voilà. Attendez, j'ai enlevé la publicité. J'ai des problèmes. Ok. Mon général, on écoute ensemble. Messieurs, mes chers On collègues, va écouter au moins 30 minutes de la vidéo. Le président Thomas Gassillou, qui ainsi qu'il l'a précisé lors de notre audition précédente, a dû nous quitter pour participer à l'hommage national rendu aux victimes franco-israéliennes des attentats du 7 octobre. Pardon, oui. Nous restons sur la thématique de la coopération française à l'égard de l'Afrique en recevant 3 acteurs importants de cette coopération. 3 acteurs qui contribuent pour chacun d'entre eux à renouveler et approfondir la relation partenariale avec l'Afrique. Monsieur Jérémy Pelé, vous êtes le directeur général d'Expertise France, que l'on peut définir comme l'agence publique française de mise en œuvre des projets internationaux de coopération technique, même si votre champ de compétences dépasse de loin le seul secteur de la sécurité et de la défense et que votre champ d'action s'étend bien au-delà de l'Afrique. Vous avez en ce domaine une forte expérience que nous aurons plaisir à apprécier. Monsieur Samuel Fringant, vous êtes le président directeur général de Défense Conseil International, DCI, qui peut être défini comme l'opérateur de transfert du savoir-faire du ministère des Armées au profit de pays partenaires de la France. DCI est une société à mission, vous nous expliquerez ce que cela veut dire, émanant des forces armées et de la direction générale de l'armement, dont l'État est actionnaire à plus de 50%. Vous aidez ces pays partenaires à relever les défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés, en contribuant notamment à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de leurs armées. Enfin, monsieur le général Didier Castres, vous êtes le président de Géogroupe, une entreprise de sécurité privée, cette fois spécialisée dans l'accompagnement et le développement des projets en zone à risque.
Nous serons heureux de vous entendre sur la manière dont vous contribuez au rayonnement de la France en Afrique, sur les missions essentielles qui sont les vôtres, sur les difficultés que vous êtes amenés à rencontrer dans le contexte géopolitique en mutation que nous connaissons et les enjeux que vous percevez pour l'avenir. Aussi, messieurs, je vous laisse la parole, chacun pour une dizaine de minutes avant la séance des questions-réponses avec les députés. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par M. Jérémy Pelé, directeur général d'Expertise France, pour 10 minutes. On écoute très bien. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les députés, merci beaucoup de m'entendre. Il faut bien écouter. Il faut très bien écouter, afin que on peut ne pas être d'accord avec moi. Moi, je peux ne pas être d'accord avec les autres. Mais on peut s'entendre, s'écouter et se contredire avec pertinence. Je dis, il faut bien écouter de quoi il s'agit. Aujourd'hui, je pense que le cas de l'agence que je dirige depuis 5 ans, Expertise France, est assez pertinent dans le cadre de votre cycle d'audition sur l'Afrique, avec 2 raisons. La première, c'est que, vous l'avez rappelé, monsieur le vice-président, notre agence est très présente sur le continent africain, plus de 50% de son activité. J'ai circulé, vous pouvez en avoir connaissance pour gagner du temps, l'ensemble de nos activités sur le continent africain à la présidence de la Commission. Et puis nous sommes une agence de coopération technique, vous l'avez dit, présente sur tous les domaines, y compris le domaine de sécurité et de défense. 3 points, si vous me le permettez. Le premier, je pense qu'on peut commencer d'ores et déjà par tordre le cou à une idée reçue. L'idée reçue, c'est que les relations de coopération entre notre pays et le continent africain régressent. Ce n'est pas le cas. Au contraire, d'ailleurs, elle se développe. Elle change de nature, c'est vrai. Mais elle se développe et je pense que nous en sommes un bon exemple. Expertise France, nous sommes l'agence de coopération technique de la France interministérielle. Nous travaillons pour tous les ministères, y compris le ministère des Armées. Et notre activité connaît une croissance rapide, notamment, mais pas seulement, sur le continent africain. Nous avons une mission de service public précisée par la loi de 2021. Cette mission de service public, c'est celle de projeter, mobiliser l'expertise française à l'international sur ressources bilatérales et multilatérales et dans tous les domaines. La loi d'ailleurs acte aussi notre filialisation à l'AFD, mais avec un mandat propre et notre rôle dans le cadre de la politique extérieure de coopération et de développement. Agence Ce rôle française de ne cesse développement, croître. AFD. L'agence, depuis 5 ans, a doublé son activité. On écoute. De 190 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, nous avons atteint 390 millions d'euros l'an passé et elle a quadruplé sa taille depuis sa création en 2015. Et cela sur tous les champs, coopération, justice, gouvernance, culture, santé, éducation, emploi, développement durable, mais aussi paix et sécurité. Et cette activité croît autant sur le continent africain que sur le reste du monde, puisque la part de l'activité reste stable dans nos projets. Nous avons 1200 personnes aujourd'hui sur le terrain. 1200 personnes, dont 750 en Afrique, avec d'ailleurs une majorité de ressortissants africains parmi ces personnels, et puis 600 à Paris. Nous sommes donc au cœur de la nouvelle relation avec l'Afrique, sur les startups, avec le programme Choose Africa en format groupe AFD, Africa. Sur la coopération. Le programme Choose Africa. Retenez bien, le programme Choose Africa. Continuons. La coopération muséale, la restitution des biens culturels, l'élargissement de la coopération de la France à de nouveaux pays. Je pense au Rwanda, je pense à l'Éthiopie. J'étais la semaine dernière en Angola et au Mozambique, dans lequel notre coopération s'accroît. Donc au final, même si nous avons été évidemment impactés significativement par la situation politique au Sahel, je pense qu'il faut sortir de cet effet loupe. La croissance de notre activité sur le continent africain depuis 10 ans, elle témoigne d'une chose, qui est qu'il y a un appétit pour les compétences
françaises sur le continent qui sont demandées, et l'envie d'ailleurs des pays de travailler avec nous, pas seulement des pays francophones, pour renforcer leur politique publique, ce qui est le cœur de notre métier. Et dans ces politiques publiques-là, et c'est mon second point, il y a le champ de la coopération de sécurité et de défense qui vous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cette commission. Vous ne le savez peut-être pas, mais Expertise France a toujours eu le mandat d'agir dans le champ de la sécurité et de défense, même avant la création de l'agence. Avant sa création en 2015, c'est les agences qui avaient précédé, France Coopération Internationale, France Expertise Internationale, travaillaient déjà pour, dans le cadre des Nations Unies, sécuriser les camps de la MINUSMA au Mali, à Gao et à Kidal, où nous avons dans le cadre des Nations des Unies. entreprises françaises, dont Retenez ça. Géos, qui travaillaient avec nous. La paix et la sécurité dans notre activité, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé, en 2023. 100 millions d'euros. Donc c'est quand même un quart de l'activité de l'agence dans les quatre domaines que sont le renforcement des forces de sécurité et de défense, les menaces globales, la prévention et l'adaptation aux risques, je pense notamment aux risques NRBC, et la stabilisation dans les pays en conflit. Donc pour ça, nos modes d'action sont assez larges. On mobilise une large palette d'interventions, l'assistance technique, bien sûr, l'envoi d'équipes projets dans les ministères, dans les structures de sécurité et de défense, mais aussi dotation en matériel et construction d'infrastructures, voire d'infrastructures lourdes. Notre mandat, c'est que nous agissons toujours dans le cadre d'une activité non létale en raison des contraintes de notre mandat. Très bien. Nous sommes actifs dans le renforcement des forces de défense, c'est le cas en Afrique de l'Ouest, c'est le cas en RDC. Nous sommes aussi actifs dans le champ de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la sécurité maritime, la cybersécurité, autant d'enjeux qui sont très importants aujourd'hui. La sécurité maritime. La sécurité maritime. La sécurité maritime. On retient bien. Géographiquement, une présence relativement forte en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, mais aussi en Afrique centrale, dans l'océan Indien. Et je n'oublie pas, en dehors du continent, des projets emblématiques, la construction du quartier général du poste de commandement du régiment modèle au Liban, la sécurisation des frontières en Jordanie, le voisinage Est, etc. Notre grande force, c'est notre capacité à mobiliser des financements internationaux et en particulier européens. Expertise France, c'est une machine à gérer des fonds européens. Mais au-delà de ça, c'est aussi une très grande confiance structurée au fil des années avec ce partenaire qu'est l'Union européenne sur les questions de coopération et de défense. Peut-être quelques principes d'intervention qui sont importants de rappeler. Je pense que le renforcement des capacités d'intervention et de déploiement des armées locales en délivrant équipements, infrastructures, elle se fait toujours à la demande des partenaires. Nous ne le faisons pas à la place des forces locales. Nous contribuons à leur montée en puissance. Nous prenons une approche intersectorielle et je pense que c'est la force d'une agence comme la nôtre, c'est-à-dire que nous poussons dans nos activités le renforcement du lien de confiance entre population civile et forces de défense et de sécurité, en rendant ces forces plus professionnelles, plus redevables, tout à fait, en instaurant un dialogue inclusif, continu entre eux, en y intégrant des dimensions de justice, de bonne administration, voire de santé d'ailleurs. Nous poussons dans nos actions le renforcement de ce lien de confiance. Nous répondons à l'urgence du temps politique. Nous avons fait l'expérience, construit et livré des emprises militaires, notamment des postes militaires renforcés dans des régions très compliquées, en moins de 2 ans. Nous contribuons au déploiement de l'expertise française, évidemment. Je pense au renforcement des rôles, des fonctions prévôtales, par exemple, en Mauritanie, au Tchad, où nous travaillons évidemment très étroitement avec la gendarmerie française. Pour cela, nous nous appuyons sur notre partenariat avec tous les acteurs, que l'on réunit d'ailleurs dans notre comité opérationnel de défense, les acteurs institutionnels, bien sûr, le MINARM, le MA, la DGRIS, le réseau diplomatique de défense, la DCSD, vous avez entendu son directeur, je crois, juste avant nous,
les opérateurs français, DCI, Civipol, l'Economa des armées, et puis je n'oublie pas non plus nos partenaires étrangers. Je pense aux agences de coopération comme Enabel, Civipol, car de plus en plus sur les financements européens, on nous demande d'agir en équipe Europe. Et c'est évidemment important d'avoir ce réseau-là. Je suis d'ailleurs le président actuellement de l'association des agences de coopération européenne. Dernier point, je pense que dans ce contexte, et dans ce contexte de révision d'ailleurs globale de notre présence militaire sur le continent africain, je pense qu'on peut continuer à mieux nous organiser pour répondre aux besoins de nos partenaires africains. Ce qu'il est important de garder, c'est l'approche à la demande. Lorsque nous renforçons les capacités d'intervention, je l'ai dit, c'est toujours à la demande. Ça rejoint aussi les intérêts de la France. C'est ce que nous avons toujours fait lorsque nous avons équipé les bataillons d'un certain nombre de forces en Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous continuons à faire dans le Golfe de Guinée en complémentarité avec l'action de nos propres forces. En ce sens, je pense qu'on s'inscrit totalement dans le cadre de la nouvelle posture de coopération de défense française en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes exactement dans la ligne de la mission qui a été récemment confiée par le président de la République à Jean-Marie Bockel en tant qu'envoyé spécial pour l'Afrique, qui réfléchit, vous l'avez sans doute entendu, à la manière de bâtir avec les pays africains des partenariats de sécurité renouvelés, équilibrés et mutuellement bénéfiques, basés sur leurs besoins, leurs demandes et leurs capacités d'action propre. Donc je pense exactement ces principes qu'il faut garder en tête, avec une posture qui doit être une posture d'humilité, je pense. Ce n'est ni à la France ni à l'Europe d'être prescriptif en la matière, et une posture d'efficacité. Cette efficacité, elle inclut aussi la durabilité et le maintien en conditions opérationnelles du soutien qu'on peut apporter. Nous avons dans ce contexte sans doute des marges d'amélioration. C'est important parce qu'il a dit dans la durabilité renouvelée, une complicité, ce n'est pas à la France ni à l'Europe, mais c'est à nos alliés, nos partenaires, en fonction de leurs besoins, leurs demandes. Et ça, il faut le retenir, c'est important. Sur la coordination de l'équipe France, on a un paysage assez éclaté. Nous avons un très bon partenariat avec les acteurs institutionnels, en particulier avec la DCSD, où Kalilou Sangaré, salut à toi. Sont impliqués directement dans nos projets. Je pense au Bénin, je pense aux écoles nationales à vocation régionale, je pense à la ILCT que vous avez entendu juste avant. Mais nous avons parfois un peu de concurrence aussi entre acteurs français, là où beaucoup de nos partenaires étrangers sont très bien organisés, souvent avec une seule voix. Et donc, je pense que ça fait partie des éléments en tenant compte du contexte actuel sur lequel on peut avancer. En conclusion, je dirais que nous sommes à un moment charnière. La présence militaire française directe sur le terrain sera peut-être amenée à diminuer, mais la question c'est par quoi la remplacer ? Par quoi la remplacer ? Par rien, par ce qu'attendent nos partenaires africains. Je pense que c'est ça la question politique, c'est le choix politique. C'est un choix qui a des implications fortes, des implications opérationnelles, des implications budgétaires. En tout état de cause, comme l'ensemble du groupe AFD, Expertise France se transforme et là pour y répondre, car je suis convaincu qu'il n'y aura pas de développement sans sécurité et qu'il faut encore mieux articuler les deux pour assurer le développement durable du continent. Je vous remercie. Il n'y a pas de développement sans sécurité. On continue. Et on voit que votre champ d'action dépasse largement l'Afrique. J'ai pris mon temps. Vous n'en avez pas marre de racheter des t-shirts. Ça, ce sont les Faites votre valise. publicités. Donc, je suis obligée de... Ok. Voilà. Je vais laisser la parole au général Didier Castres, président de Géogroupe. Très bien. Merci, monsieur le vice-président, madame le député. Mes frères et sœurs, vous qui êtes là, et vous qui allez relayer, et vous qui allez suivre après, il faut écouter attentivement, il faut suivre attentivement l'ex-général des armées, donc Didier Castres, qui est le président de Géogroupe, qui est une entreprise privée, d'une société privée aujourd'hui. On va l'écouter attentivement, parce que c'est une séquence de l'intervention du général Didier Castres, président des Géogroupe, qui a été montée
vraiment qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux, où tout est parti dans tous les sens sur les réseaux sociaux, où les ennemis, moi je peux dire ça comme ça, des pays francophones ont tout monté en épingle pour essayer de diaboliser la relation de la France entre les pays francophones. Donc, il faut vraiment suivre attentivement et c'est sur ça que je vais intervenir. Donc, on écoute. Je vous ai fait écouter la séquence du président de Expertise France, parce que tout est relié, Expertise France, AFD, Géos, pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. On y va. Président de Géo Group. Merci, monsieur le vice-président, madame le député, monsieur le député, chers amis. Quelques mots pour redéfinir un peu ce qu'est Géos. Géos, d'abord, fait partie du groupe ADIT depuis 2019. Et si son ADN initial était focalisé sur des prestations de sûreté-sécurité, son offre a été largement ouverte. Maintenant, Géos fait de la formation, gère des programmes complexes et fournit, là où elles sont demandées, des expertises spécifiques particulières. Expertise France disait qu'effectivement on avait collaboré, et notamment il nous avait confié la rémunération et le suivi financier des membres du G5 Sahel pendant 5 ans. Et cette opération s'est terminée cette semaine ou la semaine dernière. Je voudrais juste repréciser un peu quels sont maintenant les 4 métiers de Géos, en tout cas ceux qu'on essaie de développer. Et ces métiers, évidemment, ils ont vocation à s'inscrire dans des pays qui sont plutôt mal pavés. Et en gros, plutôt mal pavé, c'est une dizaine de pays en Afrique dans lesquels on est présent. Tout ça pour un chiffre d'affaires qui n'a évidemment aucune commune mesure avec ce que vient d'exposer le PDG d'Expertise France. On fait 50 000, Géos, c'est 50 millions de chiffre d'affaires, dont la moitié en Afrique. Géos, c'est 900 collaborateurs, dont 700 en Afrique. C'est à peu près ça la copie générale de Géos. Les 4 métiers de Géos, c'est d'abord aider à l'implantation et au développement commercial d'entreprises ou d'organisations institutionnelles en leur garantissant les conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, à leur mobilité et à leurs implantations. À ce titre-là, Géos n'est pas spécialisé, il y a évidemment beaucoup de concurrence sur ce sujet-là, mais assure la sécurité d'un certain nombre d'emprises diplomatiques, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient françaises. C'est notamment le cas au Burkina Faso. Dans cette sécurisation, il y a finalement 3 choses. Il y a d'abord l'information des gens sur la situation sécuritaire, il y a le suivi de la situation sécuritaire, il y a la sécurisation des emprises, et enfin, il y a possiblement l'extraction ou l'évacuation des gens si les conditions de sécurité ne sont plus considérées comme tenables. Je prends un exemple parce qu'il est significatif, même si jamais ça n'arrive pas tous les jours. On a évacué du Yémen 150 personnes en affrétant un bateau lorsque la situation a complètement dégénéré au Yémen. Voilà ce qu'on est capable de faire en matière de sûreté. Le deuxième volet, qui est plutôt nouveau, c'est faciliter l'insertion d'ONG ou d'organisations professionnelles ou institutionnelles particulières dans les pays à risque par de la formation. Ce qu'on appelle la formation HIT. La formation HIT, c'est la formation aux environnements hostiles. On travaille dans ce domaine-là. On parle de formation HIT, formation aux environnements hostiles. Ça veut dire quoi, hostile? Les environnements hostiles. On va prendre un exemple, la frontière avec le Mali, la frontière avec le Burkina Faso, ce sont des environnements hostiles. Donc, on fait la formation HIT pour des environnements hostiles. On continue. On continue, parce qu'au fur et à mesure, j'explique pour que... Là, de
façon très régulière avec Acted, avec l'AFD, avec Expertise France, on l'a fait aussi, avec MSF, etc. Et on a formé l'année dernière environ 700 personnes à ces zones de crise ou à ces comportements en zone de crise. Le troisième métier, c'est suppléer les entreprises ou les organisations internationales dans la mise en place d'expertise dès lors qu'elles ne souhaitent pas engager leur propre personnel dans des zones à risque. Je prends un exemple qui maintenant est passé. On avait été sollicité par les Nations Unies pour assurer la maintenance du système informatique des Nations Unies à Bamako. On assurait aussi pour la MINUSMA la sûreté passive des bases de Gao et de Kidal, tout ça pour environ 50 personnes. Et puis on parlait de cette gestion financière du G5 Sahel. Et puis le dernier métier, c'est la capacité de GEOS à assurer la MOAD de projets complexes. Depuis l'audit initial, depuis le conseil, jusqu'à la réalisation du projet. À titre d'exemple, GEOS, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité. Écoutez très bien cette phrase. Écoutez très bien cette petite phrase. Je vais la reprendre. Il faut vraiment que chacun prête attention. Attentivement, comprenne les mots. Si tu ne comprends pas, tu vas chercher un dictionnaire. Tu écris les mots là. Tu écris mot à mot. Tu lis, tu cherches la signification. Tu notes. Tu prends un autre mot. Tu cherches la signification. Tu notes. Tu prends un autre mot. Tu cherches la signification. Tu notes. Et puis après là, tu écris tout ensemble. Et puis tu lis pour comprendre le sens. Je reprends la partie. C'est important, hein, parce que sur ça, je vais revenir. Implications opérationnelles, les implications budgétaires. Non, En tout état de cause, comme ouverte. Maintenant, GEOS fait de la formation présent. Je voudrais vraiment beaucoup de... Je ramène. C'est la capacité de GEOS à assurer la MOAD de projets complexes. La MOAD de projets complexes. Des projets complexes. C'est-à-dire, quand l'État même ne fait pas confiance à ses salariés là, pour faire audit là, il fait appel à GEOS pour dire, viens faire audit pour moi. Parce que les marmailleurs là, si je leur demande de faire audit, ils vont venir me tromper. Donc, vos oreilles là, écoutez ça très bien. Depuis l'audit initial, depuis le conseil, jusqu'à la réalisation du projet. À titre d'exemple, GEOS, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. La gestion complète du port d'Abidjan. Quand l'entreprise, pour des questions de sécurité, de transparence, a besoin d'audit, l'entreprise fait appel à GEOS pour assurer la sécurité complète là, pour assurer ça, afin de vérifier avec exactitude ce qui rentre vraiment en Côte d'Ivoire, au port autonome d'Abidjan, qu'est-ce qui rentre vraiment, qu'est-ce qui sort vraiment, pour assurer ça. Je vais reprendre la partie là, hein, parce que c'est ça on va parler. J'ai dit, si tu ne comprends pas le mot là, tu écris, tu prends ton dictionnaire, tu cherches, tu notes. C'est comme ça on apprend. Nous tous, on a appris sur le tas. Nous tous, on a appris sur le tas. On n'a pas fait grandes écoles, on a appris sur le tas. Et on se forme sur le tas. On se force à se former sur le tas. On cherche à comprendre les mots sur le tas. On cherche à accumuler la connaissance sur le tas. Mes frères et sœurs, j'ai toujours dit, le mal de ce continent africain là, c'est le manque d'éducation. Le mal de ce continent africain, c'est le manque de culture générale. Le mal de ce continent africain, c'est tout ça là mélangé. Nous-mêmes, on provoque nos propres crises. On se crée les propres problèmes et puis on est étonné. Et puis on est assis dans l'eau. Écoutons encore à nouveau. J'ai tout encore sur du 7 par là.
Voilà. Avec Acted, avec l'AFD, avec Expertise France, on l'a fait aussi, avec MSF, etc. Et on a formé l'année dernière environ 700 personnes à ces zones de crise ou à ces comportements en zone de crise. Le troisième métier, c'est suppléer les entreprises ou les organisations internationales dans la mise en place d'expertise dès lors qu'elles ne souhaitent pas engager leur propre personnel dans des zones à risque. Je prends un exemple qui maintenant est passé. On avait été sollicité par les Nations Unies pour assurer la maintenance du système informatique des Nations Unies à Bamako. On assurait aussi pour la MINUSMA la sûreté passive des bases de Gao et de Kidal, tout ça pour environ 50 personnes. Et puis on parlait de cette gestion financière du G5 Sahel. Et puis le dernier métier, c'est la capacité de GEOS à assurer la MOAD de projets complexes. Depuis l'audit initial, depuis le conseil, jusqu'à la réalisation du projet. Projet complexe depuis l'audit initial. Contre-expertise depuis l'audit initial. À titre d'exemple, GEOS, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes. Les contrôles des flux in et des flux out. Je ne sais pas si c'est ce mot-là qui effraie les gens, je ne sais pas. Ah. Mes jeunes frères. Les bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les 4 métiers, de façon très synthétique, de GEOS. Quels sont les avantages que je vois à ce type d'action? D'abord, c'est la basse visibilité de l'action de GEOS, puisqu'on fait toujours appel à des prestataires locaux. Donc, c'est pas une équipe de France qui débarque dans les pays, c'est toujours un prestataire local avec des security managers ou des gens qui organisent tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réversibilité. C'est que ce genre de contrat, avec ce genre de prestataire, permet de pouvoir inverser la tendance, réduire, accélérer, beaucoup plus que peuvent le faire les institutions régaliennes de notre pays. Et je parle pour ce que je connais, c'est-à-dire pour les armées. Une fois qu'on s'est installé, c'est toujours très long de désinstaller. On l'a vu à plusieurs reprises. Avec ce type de fonctionnement, on peut le faire beaucoup plus rapidement. La troisième chose qui mériterait d'être consolidée, mais en première approche, c'est que le coût est largement inférieur à ce que peut faire l'État. Quand on a une mission qui s'apparente à celle que l'État voudrait voir conduire. Et puis enfin, le fait d'engager une société comme GEOS, pour les domaines que j'ai évoqués, ça permet de recentrer ou d'alléger les charges administratives, les charges de logistique de l'État, si l'État voulait s'engager dans une mission comme ça. Ensuite, dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un peu de mon rôle de président de GEOS, je remets mon treillis de sous-chef ops de l'état-major de l'armée, c'est quel appui GEOS pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Voilà. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque je n'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro,
la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Les Ivoiriens n'ont pas encore ce qui les attend. Si notre pays a l'intention de continuer à peser, de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie, si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères, comment on les détermine, comment on le valide, est-ce qu'il faut le légaliser, est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel, mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre. Il faut sortir de la logique d'offre et d'être dans la logique de la demande. Et pour cela, il faut susciter la demande. Et on n'a qu'à écouter, hein. C'est français. C'est une histoire de bon à bas. Donc chacun peut faire un effort pour comprendre. Donc à écouter, les enfants. Je ramène légèrement. Voilà, ok. Dans les champs physiques, je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie, si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères, comment on les détermine, comment on le valide, est-ce qu'il faut le légaliser, est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel, mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Réponse à la demande. Il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique, on va vous fournir que des pneus gauche de camion, si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. C'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure
qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense qu'un des sujets de l'influence, un des sujets... Une structure qui soit capable d'intégrer de nombreuses capacités. Très bien. Allons-y. Des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle n'est pas tant dans le matériel, elle n'est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question quand j'ai lu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer. Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données, par le pouvoir politique. Voilà, ça c'est un exemple particulier. Je pense qu'on peut les multiplier à l'envi. Très bien. Je vous ai fait écouter une séquence qui a au moins plus de 27 minutes de l'audition du général, l'ex-général des armées et du PDG des Expertise France et de l'AFD, Agence française de développement. Mes frères et sœurs, j'ai mis du temps pour parler de ce sujet sur lequel nombreuses personnes m'ont tagué, m'ont injurié, pour certains. Je vous en remercie. Je vous ai toujours dit que moi, quand je me réveille le matin, souvent je cherche à susciter. Je vais parler comme le général. Il faut se faire demander. Oui, c'est important. Il faut se faire demander. Et c'est ce que moi, j'ai décidé de faire aussi, me faire demander. On ne t'a pas appelé quelque part. On ne t'a pas demandé quelque part. Pourquoi tu vas aller là-bas? Il faut te faire demander. Ça veut dire qu'il faut te faire désirer. Il faut te faire demander. On va écouter 2 vidéos. J'ai reçu plusieurs vidéos, mais il y a 2 vidéos de jeunes frères. On va écouter ensemble et puis je vais donner mon analyse. Voilà. On va écouter les 2 vidéos parce que ça a tellement tourné sur la toile. Les gens ont tellement parlé. J'ai entendu tellement de grossièreté. J'ai entendu tellement de choses. Je suis restée puis je me suis posé la question. J'ai dit, bon, est-ce que je parle de façon papato ou je me fais demander? Ah, parce qu'on s'est fait demander maintenant. Parce que pour que les gens connaissent ta valeur, il faut te faire demander. C'est important. C'est tout. Mais c'est français, c'est là qui est lourd. On vous a pas dit, vous dites que vous avez fait, que la vie est chère. On vous dit qu'il faut souffrir pour être heureux. Vous avez fait quoi? Parce que vous ne vous faites pas demander.
Enfin, c'était pour un peu détendre l'atmosphère. On va écouter ensemble. Et je vais donner mon point de vue rapidement. Ok. You know. You know. You know. On va parler comme Alpha Blondie, mais non. Chien. Nos petits anglais, là, c'est you know, on connaît ce qu'on dit. Alors, on va se faire demander. On va se faire désirer. Parce que quand on veut rendre service, on pense que tu es bête. Quand tu veux participer de façon bénévole, on pense que tu n'es pas intelligente, que tu es bête. Donc, à un moment donné, tu te fais demander. Ah, ouais, le français là est lourd. Il faut se faire demander et on vous dit, vous vous plaignez. Bon. Oh, ça y est, oula. Pardonnez, hein, je suis en train de... ok, donc ça y est encore... j'aurais dû me le renvoyer encore 2 fois pour pouvoir le garder si près, à portée de main, plutôt. Un instant, hein, je suis en train de... Bon, ça commence à me plaire. On va se faire demander, mais ça s'est fait même demander aussi, voilà. Vous voyez, je cherche quelque chose qui s'est fait demander. Donc, voyez-vous, il faut qu'on puisse écouter ça ensemble. Bon, je vais répartir parce que là, ça m'a un peu... hop. Non. Voilà, je suis répartie en arrière. Du coup, bon, celle-là, c'est la deuxième. Je vais la voir. Ok. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Bon, non, je vais pas prendre la jeune dame parce que j'ai pas trop le temps. Là, maintenant, la concernant. Donc, j'ai pas trop le temps la concernant. Mince, alors. Je ne sais pas si je l'ai effacé la vidéo, mais c'est quand même bizarre. J'espère ne pas l'avoir effacée. Non d'une... Donc on va revenir. Bon, on écoute d'abord celui-là, puis le temps de... Hop, on y va. Le temps, donc on va écouter. Très chers parents africains, très chers parents ivoiriens, nous, la jeunesse ivoirienne, là, notre combat, là, c'est d'insulter Ibrahim Traoré, c'est d'insulter Assimi Goïta. Voici ce que les gens sont en train de décider de nous-mêmes, notre propre pays, notre commune, Port-Bouilly. On regarde ensemble cette vidéo, famille. On regarde la vidéo et on tous le courage de partager et abonnez-vous à mes comptes. La séquence que je viens de vous faire écouter paraîtrait que peut-être l'incompréhension aussi fait défaut. La compréhension fait défaut. Paraîtrait que dans l'interprétation de certains Ivoiriens, que le général Casque, le président de Géogroupe, a dit qu'il faut arracher Port-Bouilly aux Ivoiriens. C'est quand même triste, hein? On écoute. Pour ne pas louper l'une de mes vidéos, on regarde la vidéo et on va continuer. Voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouilly, port, aéroport d'Abidjan et l'Homo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans cette vidéo-là, vous allez regarder cette vidéo-là avec moi, non? Ça fait presque 3 à 4 jours, la vidéo est sur les réseaux sociaux. J'attends voir mes propres frères ivoiriens qui passent le temps à traiter les autres pays de poutistes là, réagir, mais je ne vois personne parler. Voici des gens qui sont assis dans d'autres pays. L'Afrique ne fait même pas partie de leur continent là. C'est eux qui sont en train de décider de notre ville. Quand on ne va pas demander, on va prendre Port-Bouilly pour faire tant. Attends, monsieur Leblanc, vous croyez à Paris? Vous croyez à Nice? Ou bien vous croyez dans une ville de la France? Respectez un peu les Noirs que nous sommes au fait. Nous là, on n'est plus comme nos vieux d'avant que vous avez marmaillés.
pour vous imposer en Afrique. Aujourd'hui, nous, la jeunesse africaine, là, il est temps pour qu'on se réveille, pour qu'on soit ensemble, pour mener ce combat, au fait. Parce que nous sommes une jeunesse sacrifiée aujourd'hui. Depuis la présence de ces personnes-là sur la terre africaine, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nos parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la jeunesse que nous sommes aujourd'hui? On est obligé de fuir notre pays pour aller chez eux là-bas, avec la complicité de nos sales dirigeants, qui n'ont même pas pitié de la jeunesse. Et regardez ce qu'ils sont en train de décider de l'Afrique. Ces gens comme l'Afrique, la Côte d'Ivoire, elle est propriété privée. Est-ce que c'est une pensée, au fait? Est-ce que c'est une réflexion aujourd'hui? Est-ce que ce genre de choses-là doit exister encore? Qu'on ne peut pas, on ne doit pas demander, on doit prendre. Respectez un peu les Ivoiriens. Passez votre temps sur les panels, en train d'insulter la Semi-Goïta, en train de traiter les gens de putschistes. Voilà notre pays, ils sont en train de prendre. Si ça ne va pas là, on va aller acheter terrain au Burkina. Cette vidéo, mais c'est aujourd'hui, écoute celle-là, celle que je cherchais là, comme je n'arrive pas à la retrouver facilement. Mais là, il tombe des nues. L'Afrique. Je vous ai dit que le mal de ce continent-là, c'est l'inculture. Le mal de ce continent-là, c'est le manque de culture générale. Le mal de ce continent-là, on a raté l'éducation. C'est-à-dire, tous les gouvernements qui se sont suicidés, même après au Fort d'Ivoire, l'éducation là, on n'a pas réussi. Surtout en Côte d'Ivoire, après au Fort d'Ivoire, l'éducation, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Parce que ce qui est venu après, là, on ne sait pas s'ils sont partis à l'école. S'ils ne sont pas partis à l'école, on ne sait même pas. Le raisonnement même, là, il fait peur. Discernement même, on n'en parle même pas. Tu as l'impression que on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus là. Cette jeunesse est devenue. Tu ne comprends pas. Ça, c'est quoi ça? Alors, je ne m'attendais pas à cette vidéo-là. Je ne m'attendais pas à celle-ci. Je ne m'attendais surtout pas à celle-là. Ce n'est pas celle-là même que je cherchais. Il faut revoir l'éducation nationale. Il faut revoir des photos complètes. Parce que ce qu'on est en train de laisser là, c'est même pas possible. Il faut revoir l'éducation nationale. On a dit même là. On a même djihadisme même les petits. C'est ces jeunesses qui réfléchissent que les djihadistes c'est petit. Il faut revoir l'éducation nationale. C'est pas des histoires d'amis. Il faut vraiment revoir. Ça va être chaud. Mais mon Dieu. On va y aller. Voilà. On va écouter. C'est la vidéo, même celle-là que je voulais vous faire écouter. Et puis je suis tombée sur ça. Donc on va écouter. Internet, vous voyez les choses passer. Et quand c'est vous frères africains, c'est-à-dire que vous là, vous êtes sur Internet, vous voyez les choses passer. Et quand c'est vos frères africains, c'est là que vous êtes Gaouli pour montrer que vous êtes fort. Ils vous mettent une petite vidéo. Et puis après, ce qu'il a dit là, celui qui veut, il n'a qu'à se fâcher. Voilà. Celui qui veut, il n'a qu'à se fâcher comme il veut. Parce que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas être là et puis accepter qu'on manque de respect à ma nation, on manque de respect à l'intelligence de tous mes compatriotes. Regardez. Bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, pas une offre, on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et l'Homonor soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce... C'est-à-dire que Port-Boué n'ont pas fini de casser. Ils combattent que ce pas un casse là, mais c'est pourquoi en fait. Parce que voici un blanc qui est assis chez lui là-bas. Il n'y a pas ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas préfet. Il y a un menuisier ou un boutiquier de ton quartier là-bas. Et puis ils sont en train de réfléchir que Port-Boué, on pourrait se faire demander. Rien que cette phrase signifie beaucoup de choses. Il dit évidemment, c'est pas une offre. On pourrait se faire demander. Il dit, il dit pas qu'on peut l'aider. Il dit on pourrait se faire demander. Il dit pas qu'on va demander.
demander, il dit, on pourrait se faire demander. Quelqu'un qui est intelligent, il sait ce que ça veut dire. Que Port-Boué devienne une base. Port-Boué, aéroport, tout ça, tout le secteur. C'est ça, c'est une supposition. Donc, ils ont cassé là-bas, là, c'est pour ça, quoi. Port-Boué n'a devenu une base, bien. Port-Boué, c'est tout climat là, vous ne voulez plus. C'est tout Port-Boué. Ça a devenu une base pour accueillir des contingents africains. Tous ces contingents là, ils vont servir à quoi? Parce que 2 jours là, rien que simplement en diplomatie, simplement, on vous a vu, vous les Français, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, non. Eh Dieu. Et ça là, par contre, il n'y a pas quelqu'un, un officiel qui va venir se fâcher au moins pour dire que non, comment des blancs peuvent tenir ce genre de propos. Port-Boué, c'est l'homme qui habite là-bas, non. C'est pas des Ivoiriens. Port-Boué, c'est que ça vend, quoi. Toute la zone là, on prend en charge comme on veut sans demander quelque chose à nos officiels, quoi. Est-ce que ça là, c'est normal? Est-ce que ça là, c'est logique? Babou va aller faire meeting là-bas, ils vont sortir pour dire que oui, Babou a dit quoi, ils sont jaloux. Ça là, des blancs qui se mettent à 6 km pour parler d'une commune, d'une autre commune. Et ça, vous ne parlez pas. Vous êtes Djaouli dans les panels. Oui, les Burkinabés ont dit ça. Pourquoi les Burkinabés ont commencé? Voici ta commune. Tu dis que tu es Ivoirien, fier Ivoirien. Oui, ta commune. Les blancs ont dit, réfléchis comment ils vont prendre ça pour que ça va devenir une grosse base, qui a accueilli des contingents. Et puis tu es assis. Et quand on va parler, on dit que lui, on parle. C'est pas quelque chose, mais je suis là, j'observe. J'observe encore. J'ose croire qu'un officiel, au moins, va prendre la parole pour répondre à ce mec-là. Parce que ce mec-là, d'ailleurs, moi, je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas quelque part. Lui, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Il n'y a pas quelqu'un. Moi, je ne le connais pas. Moi, je suis Ivoirien au Burkinabé. Ivoirien, parce qu'il bénéficie de la nationalité ivoirienne à cause de ma maman. Mais lui, ce blanc, il ne le connaît pas. Lui, il est qui? Et puis lui va se dire quelque part pour dire qu'on pourrait se faire demander. On pourrait se faire demander. Ivoirien, gars. Bon, oui. Ah là 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 là. Bon. Moi, je veux saluer quand même, voilà, le courage de ces jeunes frères qui essaient tant bien que mal de parler de l'actualité politique, de parler des sujets de société. Il faut les encourager, même s'il y a des sujets sur lesquels ils n'ont pas la maîtrise, ils n'ont pas la compréhension exacte des mots. Il faut quand même les encourager. Parce que c'est juste que il manque un tout petit peu ou un peu de culture générale, ou comme j'ai parlé des géopolitiques, des accords bilatéraux, des conventions, et c'est juste ce qu'il manque. Sinon, c'est des jeunes, si on leur donnait des outils d'apprentissage vraiment, ils pourraient faire mieux que ce qu'ils font. Et donc, il faut les encourager. Au-delà du rire, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire, de leur manière de gesticuler, de parler du sujet, être complètement à côté de la plaque. Mais au-delà de ça, il faut les encourager et il ne faut pas tuer cette flamme qu'ils ont, l'envie de participer, l'envie de débattre, l'envie de se saisir des questions de société. Et c'est une très très bonne chose d'ailleurs. Moi, je les encourage. Vous voyez, je n'ai pas voulu parler de cette affaire, mais vous voyez, ce jeune homme que je ne connais pas bien, mais comme souvent je vois ses posts, donc j'écoute aussi souvent des posts de beaucoup de jeunes ivoiriens sur les TikTok, je suis, parce que je fais aussi un peu de veille, donc je suis de temps à autre quand j'ai un bout de temps. Mais voilà, il ne faut pas les blâmer sur ces questions-là, sur la question de on va se faire demander, ou sur la question du public. Moi, je vais rapidement revenir sur cette vidéo que nombreux jeunes n'ont pas compris. Et je pense qu'ils ont été induits en erreur. Et je sais d'où vient l'erreur. Ils ont été induits en erreur par
un blog burkinabé. C'est un blog burkinabé qui a coupé l'extrait, qu'il a sorti, parce que j'ai fouillé un blog burkinabé. D'ailleurs, attendez, je vais trouver le nom de ce blog burkinabé. J'ai trouvé le nom du blog burkinabé. J'ai un jeune frère, Jason, qui m'a interpellé aussi sur ça. Attends, c'est pas Jason. Voilà. Je vais revenir. C'est voilà. C'est un blog burkinabé, Lazou, je sais plus quoi, quelque chose comme ça. Alvin Johnson, ce sont des blogueurs burkinabés. Ceux qui ont relayé sur les réseaux sociaux que l'avion du chef de l'État, ce que je ne souhaite pas du tout, on est là, qui ont fait cette propagande sur la toile, pour ceux qui ont suivi, que l'avion, par rapport à l'avion du président de la République et tout, ce sont les mêmes qui ont coupé une séquence de la vidéo et qui l'ont relayée. Mais vous qui avez écouté, c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on puisse écouter ensemble la vidéo, la séquence, parce qu'elle dure plus d'1h45, mais de 30 minutes. L'AFD était l'agence française de développement, pour ceux qui ne connaissent pas l'AFD. Et puis, il y a Expertise France, qui est interministérielle. L'AFD est une agence de développement, c'est comme une banque de développement où les États peuvent solliciter l'AFD pour aller faire des levées de fonds, pour aller pour chercher des financements, de l'argent. Je prends un exemple simple pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Pendant la CAN, l'AFD a participé financièrement à aider la Côte d'Ivoire à avoir du financement pour la CAN en Côte d'Ivoire. L'AFD, la CAN qui est la CAN où vous dansez tous 3 étoiles là. L'AFD a participé. Je vais vous lire quelque chose. L'AFD Group, en Côte d'Ivoire, l'AFD Group déploie ses instruments financiers et non financiers au service des priorités du Plan national de développement 2021-2025 du gouvernement ivoirien. Je réponds parce que vous savez, je l'ai dit la dernière fois, on était à l'AFD, la conférence des ambassadeurs, où j'ai pris la parole, j'ai dit, le problème, c'est le problème de communication. Et la masse ne sait pas l'accompagnement, l'aide que la France apporte aux États francophones. Parce qu'on parle de la francophonie, hein, aux États. Parce que, quand on dit, chacun a ses partenaires, là, en fonction des liens qui vous lient. Nous, et puis la France, là, nous, la Côte d'Ivoire, pays francophone, et même les autres pays francophones avec la France, là, les liens qui nous lient, les liens sont d'abord culturels. On a des liens, on parle français. Les Anglais, là, eux, ils sont liés aux Ghanéens, parce qu'ils parlent anglais. Les États-Unis anglais, ils sont liés Libéria, Nigeria. Nous, on parle français. Donc, nous sommes liés à la France par la langue. Je continue. Avec un portefeuille de près de 3 milliards d'euros, l'AFD accompagne plus de 70 projets de développement dans les secteurs de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Je répète bien, parce qu'il faut que les Ivoiriens entendent ça. Parce que vous êtes assis là, la France, quand les gens insultent la France, vous qui recevez l'argent, là, vous devez vous lever pour dire, ceux-là, ils nous aident. Oui, parce il est temps de dire la vérité à nos populations. Avec un portefeuille de près de 3 milliards d'euros, l'AFD, l'Agence française de développement, accompagne plus de 70 projets de développement dans les secteurs de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la biodiversité, du développement urbain, de l'eau
et de l'assainissement, de l'énergie, des infrastructures, de la justice, des secteurs sociaux, éducation, santé, des industries culturelles et créatives ou du sport. En matière de sport, j'ai parlé de la CAN. En matière de sport, l'AFD pour la CAN en Côte d'Ivoire, je l'ai dit ici sur mes plateformes, pour que les enfants des quartiers populaires puissent assister à la CAN de façon gracieusement, avec des cartes et des billets d'entrée. L'AFD a participé. C'est pour ça que le général parlait de... Tout ça là, c'est bien beau, mais c'est une question de coordination. Très bien. Je ne vais pas revenir sur les détails de tout ça. On va continuer. Formation, insertion, emploi. Près de 35% des jeunes Ivoiriens sont exclus du système éducatif ou de formation. L'AFD accompagne la Côte d'Ivoire dans sa stratégie d'accès pour tous à une éducation et à une formation de qualité, ainsi qu'à des emplois décents. En matière d'éducation de base, l'action de l'AFD vise à renforcer l'accès des populations les plus marginalisées à l'éducation en milieu rural, en particulier les filles, en soutenant la politique des collèges de proximité. 2500 classes seront construites, ont été construites au bénéfice de 115 000 élèves. Améliorer la qualité de l'éducation via le renforcement de la formation des enseignants. L'AFD appuie également la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Elle accompagne la construction ou la réhabilitation des établissements de formation, la mobilisation des universités publiques via la mise en place du LMD, licence, master, doctorat, et de la digitalisation de leur offre. 4 centres d'excellence, écoutez bien, 4 centres d'excellence ont été soutenus. 7 partenariats ont été signés, ont été développés avec des grandes écoles ou universités. Pour favoriser l'emploi des jeunes, l'AFD renforce les dispositifs publics d'appui à l'employabilité et à l'entrepreneuriat et facilite la réinsertion et l'engagement citoyen. Près de 50 000 jeunes ont ainsi été accompagnés via le financement de l'AFD. Concernant la justice tribunale, l'AFD appuie à la formation des magistrats, des juristes et tout ça et autres. Appuie la bonne gouvernance. L'AFD finance des projets visant à renforcer le service public de la justice, la formation des personnels de justice, la protection des mineurs ou encore les conditions de vie des détenus. Je ne vais pas tout lire, on va continuer. Tout ça, je vous donne ces informations. Bon. La lutte contre la surpopulation carcérale. La formation des professionnels de la justice à travers la construction de nouveaux locaux pour l'Institut national de formation judiciaire à Yamoussoukro et à Abidjan. Donc, à Yamoussoukro et à Abidjan. Un partage d'expertise avec les écoles supérieures françaises a permis de tenir 73 sessions de formation qui ont bénéficié à plus de 1600 professionnels de la justice. L'accès à la justice grâce
au partenariat avec l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Je vous donne des références pour que vous vérifiez avec vos journalistes d'investigation. Bon. Celles-ci ont réalisé plus de 15 000 consultations et orientations juridiques dans le cadre du projet. C'est-à-dire quoi? Quand on est pauvre, on n'a pas les moyens de prendre un avocat ou de prendre un juriste. De la manière ici en France, on met, pour nous qui vivons en Europe, là, quand on met, on dit le service juridictionnel en place pour permettre aux pauvres de prendre un avocat ou de prendre un juge et qui est payé par l'État. L'AFD a financé la formation de ces juristes-là. Donc c'est à eux de faire leur job. C'est à eux de faire leur job. On continue. En matière de gouvernance financière, l'AFD favorise le dialogue sur la gestion financière. Je ne vais pas rentrer dans tout ça là. Sur un programme qui a touché 2 pays, mais 2 villes de ces 2 pays, donc Madagascar et Korogo en Côte d'Ivoire, ont bénéficié de 900 000 € pour un projet. Dynamiser une agriculture durable. Le secteur agricole joue un rôle clé dans l'économie nationale. 21% du PIB, 56% de la population active. C'est également le principal vecteur de déforestation. Alors que les forêts couvraient 16 millions d'hectares en 1960. Elles ont aujourd'hui perdu 82% de la superficie. Ça veut dire la déforestation, le réchauffement climatique, le dégât de la déforestation en Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien vu encore. Et ça, qu'est-ce que l'AFD fait? L'AFD a mis en place un plan de reboisement via le ministère des Eaux et Forêts en Côte d'Ivoire, dans notre pays. L'AFD accompagne l'Office ivoirien des parcs et réserves dans le renforcement de ses capacités de suivi, de gestion et de préservation de 7 hectares protégés. 310 000 hectares. Elle travaille également avec le ministère des Eaux et Forêts et des ONG sur la gestion durable des forêts classées. En Côte d'Ivoire, vous allez voir plein d'associations, plein de personnes et tout. Il y a des personnalités. Je vais planter un arbre, AFD finance ça. Donc, vous, les gens qui pensez que la France, ça veut dire que c'est le pays qu'il faut détester, là. Moi, je parle de ça aujourd'hui. Parce qu'il faut que nos populations comprennent ce qu'on appelle la relation entre 2 pays. Jeannette, à moi, je t'embrasse, ma soeur. Il faut que la masse comprenne ce qu'on appelle une relation entre 2 pays. Parce qu'il ne suffit pas de faire des rhétoriques de propagande et de les relayer en longueur de journée. On a beaucoup à perdre dans cette affaire-là. C'est parce que vous ne le savez pas encore. L'AFD appuie aussi la politique foncière du gouvernement en finançant la délivrance des certificats fonciers. Je reprends la partie là. L'AFD appuie aussi la politique du gouvernement en finançant la délivrance des certificats fonciers. Ça veut dire que l'AFD accompagne les personnes pauvres, normalement, qui doivent bénéficier de l'aide là, pour pouvoir immatriculer leur terre. Vous savez, il y a des choses parfois, on n'a pas envie de parler. On préfère se taire. C'est pour ça qu'on ne dit rien, en fait. Donc, ne me taguez pas sur des sujets que moi-même, je maîtrise. Ne me taguez pas dessus. Parce que tout le monde va prendre balle perdue. Ne me taguez même pas dedans. Parce que tout le monde va prendre balle perdue. Voilà.
Indispensable pour sécuriser les investissements des producteurs et réduire la conflictualité. 76 000 hectares ont déjà fait l'objet d'une certification foncière et 500 000 hectares supplémentaires vont l'être dans les 6 années à venir. Sur le maraîchage, le riz et le maïs, l'AFD contribue à la rénovation de 1100 hectares de périmètre irrigué, une rénovation permise par la réhabilitation de 2 barrages en Côte d'Ivoire. Elle soutient également la formation des producteurs à la transition agroécologique, notamment dans la filière coton. 3 milliards d'euros de financement en cours d'exécution pour les 70 projets dont je vous ai cité. Et le barrage dont on parle, c'est le barrage de... C'est le barrage de Bio, non? C'est ça, si je ne me trompe pas. C'est le barrage de Bio, il faut que je sois précise. Sur le barrage, la Côte d'Ivoire reste toutefois marquée par des disparités socio-économiques et territoriales majeures, l'accès des services sociaux, des qualités, éducation. Bon, ça c'est leur rapport, je ne vais pas rentrer dans leur rapport. Je vais avoir là, voilà, c'est le barrage de Bio. Je ne sais pas que je vais trouver là, sur le barrage de Bio. Donc, pour vous dire, les secteurs que l'AFD a accompagné, l'éducation, la formation de l'emploi, 15%, l'AFD a financé. Santé, 11%. Agriculture, développement durable, biodiversité, 9%. Eau et assainissement, 13%. Donc, les villages ont bénéficié de l'électrification via l'AFD, 13%. Infrastructure des transports, 19%. Développement urbain, 4%. Justice et sécurité, 4%. Énergie, 6%. Voyez-vous, je vous ai cité tout ça pour que nos jeunes frères puissent comprendre ce que c'est qu'une relation. Quand on parle des relations bilatérales entre les pays, il faut que c'est important, il faut que les jeunes savent. L'État a besoin d'élever des fonds, passer par des organismes. L'État a besoin des structures pour lever des fonds. L'État a besoin parfois des partenaires, de ses alliés. Et ça, c'est important dans une relation entre 2 États, entre plusieurs États. Et voyez-vous, quand je vois les gens tirer de l'extrait d'une commission, c'est une commission d'enquête, une commission sur la défense. Donc, on invite les personnes qui agissent dans des pays où la France a des relations avec des pays en matière de sécurité, en matière de défense, en matière de diplomatie, en matière humanitaire, sur plein de questions. Ils ont été auditionnés par les parlementaires sur leur action en Afrique et quelle est l'efficacité de leur action en Afrique. Ici, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui se posent, on interroge les personnes qui sont en charge. Et puis ici, pourquoi vous avez eu la vidéo? Parce que tout est transparent ici. On va vous montrer, on va poser les questions et tout est transparent, tout est filmé, tout est en direct, tout est vu à la télévision et tout est su. Donc, vous ne pouvez pas tirer une séquence pour dire, ah, le général dit, il va prendre Paul Boué, ils ont cassé Paul Boué là. C'était pour donner aux Français. Mais, le nom Paul Boué là, ça vient d'où? Paul Boué vient d'où? Paul Boué vient d'où? Vous avez les billetteries là, les Libanais ont tout pris là. Et puis ils sont entre eux, ils ont pris ça. Bientôt même là, ils vont s'asseoir même si les Libanais, ils ont pris billetterie, ils ont pris Trècheville, ils ont pris Koumassi, ils ont Abidjan, mais ça est dans leurs mains.
Et puis ils sont entre eux. Ils se marient entre eux. Et puis ils sont là-bas. Vous n'avez rien vu encore. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là avec vous. Je vais juste dire une chose. Quand on ne comprend pas un sujet, on peut le réécouter plusieurs fois, pour percevoir le fond du sujet. La Côte d'Ivoire et la France, ils ont une relation comme ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. De deux, en matière de sécurité, quand le général dit le port autonome d'Abidjan, mais pour faire les audits là, je pense que ici là, vous avez vu quand le chef de l'État, le président Alassane Ouattara a demandé des audits. Mais pourquoi on demande des audits? Parce qu'on veut voir la transparence, parce qu'il y a des choses qui échappent. Donc, on ne peut pas prendre les gens même qui travaillent au sein des entreprises, vous allez auditer, allez faire l'audit. Maintenant, si vous travaillez là, si on demande audit là, c'est parce qu'on a des soupçons. C'est parce qu'on n'est pas sûr. C'est l'endroit qui volait. C'est l'endroit qu'ils ont détourné ici. Maintenant, c'est toi-même qui détourne. Moi, je te demande de faire audit là. Tu as envie de me donner quoi comme rapport? Tu as coupé ma tête. Donc, il y a des entreprises privées qui sont extérieures aux entreprises. Parfois, les DG, les PDG peuvent demander à ce que, oui, il faut surveiller les flux, les entrées, les sorties. Si on avait regardé le cas des déchets toxiques, mais un truc simple, déchets toxiques. Déchets toxiques. Les déchets toxiques sont rentrés au port autonome d'Abidjan. Par micmac on dit il y avait un ministre des Transports, lui son oncle était ici, il a pris, ils ont fait des micmacs de l'époque. On a fait sortir des déchets toxiques du port. On a empoisonné les populations. C'est allé où? Mais aujourd'hui, là, vous voyez beaucoup les malformations qui sont remplies à Abidjan. C'est la suite des déchets toxiques. Et ça, là, les gens ont fait des rapports pour dire, dans 20 ans, les gens vont mourir comme ça. Sans savoir pourquoi ils meurent. D'autres vont avoir des cancers. Des jeunes vont avoir des cancers. Ils vont avoir des problèmes d'insuffisance rénale. Tout ça, là, ça fait partie des problèmes des déchets toxiques. C'est la suite. Donc, si le directeur, le DG du port, estime que il veut vraiment avoir l'œil supplémentaire, c'est-à-dire que vérifier en plus de ces salariés qui sont au port. Vous savez, au port là, le port là, c'est une ville, c'est un pays dans le pays. Hein. Le port autonome d'Abidjan, ouais, c'est un pays dans le pays. Et surtout, ça est sur l'eau. Les Chinois qui rentrent les bateaux, on ne sait pas ce qu'ils vont rentrer. Ils sortent même, on ne sait pas ce qu'ils vont sortir. Donc, le DG peut dire, moi je veux une entreprise de sécurité extérieure. Parce qu'on connaît le taux de corruption. L'Ivoirien même est corrompu, même génétiquement. Qui va faire confiance à votre douanier? Qui va faire confiance? Douanier même, ils vont rentrer, Guédi dans le port. Ça sort du port. Et même, ils sont devenus même les dealers du coin. Donc, qui va faire confiance à cela? Eh bien, tout ça, c'est une question de formation, d'éducation. Les gens même là, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils sont douaniers. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle l'État. Ils ne connaissent pas le régalien. Ils ne savent pas le service public. Tu vas leur confier des tâches comme ça aussi sensibles? Non, mais ils vont foutre un désordre au port pour te donner. Donc, moi, le DG du port, il a ses raisons de faire appel à des entreprises privées pour venir surveiller ce qui rentre dans son port. Parce que quand il y a un problème, on dit c'est le DG. Parce qu'on ne voit pas que le port, là, c'est un pays dans le pays. C'est un pays dans le pays, le port autonome d'Abidjan que vous voyez là. C'est notre monde, hein, c'est un monde sur l'eau. Donc, tellement corrompu, vous êtes corrompu. Ça veut dire que l'État ne fait pas confiance même à ses fonctionnaires. C'est tout. Donc, si on fait venir des entreprises privées pour surveiller les entrées, les sorties, les hits, les outs, les X, les outs, c'est qu'on ne fait pas confiance. C'est normal. Donc, l'État a besoin de se rassurer et rassurer sa population pour dire, parce que ce qui sort du port là, ça va dans nos assiettes.
et ça arrive dans notre ventre. Ça va dans notre sang. Donc, l'État a besoin de se rassurer de qu'est-ce qui sort vraiment du port. Donc, je veux une entreprise privée pour vérifier la fluidité de ces choses-là. Parce qu'on sait qu'il y a des corrompus là-bas. Quelqu'un, tu lui donnes 1 million, mais il dit, je ne peux pas passer ton camion. Lui, là, s'il il gagne combien par mois, il dit, mon cher, moi, ici, là, je suis gardien, il y a 80 000, 100 000. On m'a donné 1 million actuellement, là. Mon frère, il faut passer ton camion, là. Voilà. Voilà la mentalité. Donc, c'est normal qu'ils aient des services de sécurité extérieurs supplémentaires pour renforcer la sécurité. Mais c'est normal. C'est normal pour un pays. Donc, je ne vois pas en quoi ça peut choquer les gens. Mais on vous protège et puis vous êtes choqués. Ah, pourquoi on fait venir notre port d'Abidjan? Vous avez combien même d'épargne même? Vous participez à quoi? Combien d'épargne dans le pays là? Donc, on n'a qu'à s'éduquer. C'est par l'éducation qu'on va renforcer les institutions et on va rendre la nation forte. C'est par l'éducation. Chacun doit s'éduquer et chacun doit surveiller l'autre dans le bon fonctionnement de son travail qu'il fait. C'est ça le problème. Donc, qu'il y a une entreprise extérieure qui vérifie la fluidité des entrées et des sorties du port, mais c'est normal, c'est logique. Ça s'appelle la sécurité. Ça s'appelle la sécurité. Voilà. Je prends, quand vous n'avez pas parti au port du Havre, il y a des entreprises de sécurité extérieure qui sont là. Vous n'avez jamais été allez-y, vous qui vivez en France, allez-y au port du Havre. Moi, j'ai vu des gens m'appeler. Ah, Gouza, tu as vu le gouvernement ivoirien, tu as vu, Ouattara a pris, il a donné le port aux Français. Ils sont en train de faire, ils vont prendre Makori. Et comment on appelle le port là? Port Boué. J'ai dit, mais vous avez quel problème? Vous êtes agité, excité pour eux. Vous avez quel problème? Aïe. Vous avez quel problème? Mais c'est la gestion d'un État. La sécurité, c'est la moindre des choses. C'est votre sécurité, la sécurité de vos parents. Et quand le général parle, le président de GEOS parle des zones hostiles, vous êtes sûr que s'il n'y a pas la sécurité de ce pays-là, vous-même, vous pouvez rester dans le pays-là? S'il n'y avait pas la sécurité dans ce pays-là, s'il n'y avait pas une surveillance nationale, si le ministère de la Défense ne travaillait pas dans ce pays, vous êtes sûr que vous pouvez tenir 2 jours dans ce pays-là? Vous ne savez même pas sur quoi on est assis. Hein? Il y a une base en Côte d'Ivoire d'écoute. Vous savez que pour la lutte contre le djihadisme, c'est en Côte d'Ivoire, c'est installé. Vous pensez que les gens ont mis des milliards, ils ont installé ça pour que vous ayez, pour vos beaux yeux? Non. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les Ivoiriens, il y a tout le monde qui est là-bas. Chaque pays a ses ressortissants là-bas. Donc, là, c'est important. Les zones hostiles. Souvent, vous voyez, quand on dit, ah, telle personne, oh, j'ai pas envie de rentrer, parce que ça va, il y a des choses, j'ai pas envie de parler de ça. Parce que vous voyez, souvent, vous relayez, ah, tel gars, oh, ils sont efficaces. Merci, comment vous appelez? CCDO, comment vous appelez là? Mais tout ça, là, ça fait partie des GEOS. Mais oui. On n'a pas envie de tout dire. On n'a pas envie de tout dire. Ah. Vous êtes assis en Côte d'Ivoire maintenant là. Quand il y a quelque chose, quand il y a un truc là, tout de suite là, il y a les caméras, on sait, mais vous pensez que ça se fait comment? Bonsoir ma princesse Jeannette. Donc il y a plein de choses, on n'a pas envie d'y rentrer dedans. Et je reviens pour conclure sur Port-Boué. Je vois vous crier, oui, ils veulent prendre Port-Boué pour en faire une base militaire et ils vont venir s'asseoir. Mais vous parlez de quoi? C'est vous qui surveillez l'aéroport là. Vous savez combien d'attentats ont été déjoués? Si on doit compter sur vous, parce que politiquement, vous n'êtes pas suffisamment formé. Sur le plan de culture générale, vous n'avez pas encore une capacité même qui dépasse 30%. Sur le plan de la citoyenneté, vous n'êtes pas encore au nombre. Vous êtes tous passionnés. Chacun est buté
C'est que vous n'avez pas de vision. Enfin, pour moi, la vision politique n'existe même pas. Il n'y a que des intérêts politiques, pas des visions. Mais vous n'avez même pas d'idées à défendre. Vous défendez les humains. Oh, c'est les idées qu'on fait. On défend les idées et on fait évoluer les idées. Oh, vous, chacun est agrippé à des individus politiques. C'est lui-là qui est mon candidat. C'est lui-là. C'est les gens comme ça. Non. C'est dommage. Un continent avec une forte jeunesse qui est très jeune, où 90% de la population a moins de 35 ans. Si on a échoué en matière d'éducation, mais on a tout raté. On a tout raté. Parce que sans l'éducation, tout ce qu'on fait là, c'est zéro. C'est zéro. C'est l'éducation qui est la clé de tout, qui est la base de tout. La nation, là, c'est l'éducation. La république, c'est l'éducation. La vie même, c'est l'éducation. Mais si on a raté l'éducation, on a tout raté. On peut mettre congélateur dans le ciel, mettre un climatiseur au ciel, dans les murs, dans le sol. Si on n'a pas reçu l'éducation, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Et là, en matière d'éducation, on est très loin. C'est terrible. Quand tu regardes la mentalité des gens, leur raisonnement, leur manière, mon Dieu, on va où? On va où? C'est-à-dire que on est en train de, collectivement, on est en train de rater comme ça, pour rien comme ça. Non, pas chacun fait. Franchement, moi, je suis arrivée. C'est que comme on dit, je sais pas, l'Afrique, c'est bon. Ce continent-là est épuisant. C'est quand... Ce continent-là, il faut le laisser. Le jour qu'il sera fatigué, lui seul, il va apprendre. Parce que tu as fait quoi? Tu vas faire quoi? On est en train de tout rater. Il n'y a pas de niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a que la bêtise qui les excite. Il n'y a que la connerie qui leur plaît. Il y a des... C'est pas possible, ça. Tu te dis, mais pourquoi? Là, les gens ont confondu tout. Oui, oui, voilà. Vous avez vu, c'est les Français là. Ils sont venus, ils sont en train de tout prendre. Ils ont pris Port Boué. Ils sont en train de poser tout au port. Maintenant, c'est eux qui contrôlent. C'est eux qui font ceci. Et puis, vous avez vu aujourd'hui là, ils sont en train d'envoyer comment ils appellent là, leur mode de vie, leur truc, l'homosexualité. Et puis, ceci, et puis c'est là. Moi, il y a une question à vous poser. On va faire simple, mes frères et sœurs. On va faire simple. Simple, on va faire simple. Ceux qui sont remplis en Côte d'Ivoire, qui portent les robes, les talons qui sont remplis à la télévision, là, c'est les Français qui les disent ça. Ce sont les Français. Moi, je ne suis pas dans ce genre de délit là avec vous, en fait. Je ne suis pas dans ce genre de délit avec vous. Tout est une question d'éducation. La Côte d'Ivoire, là, chaque pays a ses mœurs et coutumes. Je vous ai dit la dernière fois, les organisations internationales, là, vous êtes assis là. En Côte d'Ivoire, là, les fondations, les ONG, les quoi, les associations, tout ce qu'on vous finance, on vous donne là, ils écrivent là dedans, promotion du genre. Donc, si tu dois prendre l'argent avec quelqu'un qui dit promotion du genre, qui t'a pris son argent, mais tu as fait ça. Donc, vous êtes obligé de faire ça. Vous avez pris l'argent pour ça. Donc, ça, il faut dire la vérité aux gens. Parce que ce n'est pas la peine que les gens me viennent sur la toile pour crier. Et puis, d'ailleurs, les jeunes enfants, là, il faut que... Parce que si le débat ne se pose pas, on va arriver à des dérives. Parce que dans tout ça là, il y a des vrais pédophiles hein, qui se cachent derrière aussi. Il y a des vrais pédophiles qui se cachent derrière. Pour aller abuser des petits garçons pauvres. Il y en a. Maintenant, si on ne peut pas s'asseoir pour poser le débat clairement, la sexualité de chacun, c'est sa sexualité. La sexualité de chacun, c'est sa sexualité. Chacun choisit sa sexualité. En fonction de ses valeurs, en fonction de ses croyances. Tu peux croire comme tu ne peux pas croire. Oui, parce que chacun s'oriente en fonction de ce qu'elle y croit. Moi, je crois que c'est une homme et une femme qui font enfant. Il y a des gens qui pensent que on peut... Non.
Il y a des gens qui disent que la femme, là, elle est née, c'est ses parents qui ont fait qu'elle s'appelle femme. Sinon, normalement, bon, voilà Sandrine Rousseau qui est en France ici, qui dit que oui, que quand un enfant naît là, il ne faut pas lui donner un nom masculin ni un nom féminin en fonction du sexe que tu as vu. Il faut le laisser grandir. Bon, on ne sait pas comment on va appeler l'enfant. On va l'appeler. Donc, chacun a ses trucs. Moi, je respecte les trucs de chacun. Mais je dis une chose. Je dis, en Côte d'Ivoire, s'il y a des homosexuels, c'est qu'il y a des gens là-bas qui aiment les homosexuels. Donc, parce que c'est devenu aujourd'hui, ils ont banalisé ça d'une manière. Bon, c'est le choix de chacun. C'est le choix de chacun. Donc, vous ne pouvez pas dire, être sur des panels pour dire, c'est la France qui vient imposer ça aux Africains à la Côte d'Ivoire. La France n'impose rien à quelqu'un. Moi, je sors pour défendre ma France. Il dit, la France n'impose rien à quelqu'un. C'est vous-même qui êtes comme ça avant. Laissez la France tranquille. Oui, c'est vous-même. La France ne pose rien à quelqu'un. C'est toi qui choisis des lettres. C'est toi qui choisis de ne pas l'être. Tu fais ton choix, tu l'assumes pleinement, tu ne mens pas sur la France. La France ne vous a pas dit, je vous impose quelque chose. Et puis d'ailleurs, c'est les États-Unis qui ont demandé tout ça. Hein? Parce que quand vous parlez, on parle de la France, ce sont les États-Unis. Parlez d'eux, c'est eux. C'est eux qui dirigent le monde. C'est eux qui décident. C'est eux qui imposent. C'est pas quelqu'un, c'est pas la France. La France elle-même, on dit que tu dois faire comme ça. Donc la France ne peut pas dire non. Quand les États-Unis ont parlé, la France ne peut pas dire non. C'est les États-Unis qui décident. Pour le reste du monde. Donc vous avez quel problème? Pourquoi vous mettez toujours sur la France? Aïe! C'est pour ça qu'on n'a pas envie de parler. Et là aussi, quand tu veux trop parler, là, on ne sait pas où ils quittent pour venir des gars. C'est tout. C'est l'oncle Sam qui décide pour tout le monde, et ce n'est pas la France. Hein. Même pays francophone, c'est l'oncle Sam. Vous parlez de quoi? C'est dans ça qu'on est assis. Si aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des tensions en Afrique, dans l'Afrique, moi, je vais m'arrêter là parce que je vais pas aller plus loin. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. On va s'arrêter là. Mais pour conclure, pour dire, j'ai vu une vidéo où j'ai vu mes frères burkinabés aller à l'ambassade on va l'écouter rapidement et puis on va partir parce que moi je suis fatiguée. Vraiment. Donc je vais vous dire que ne mélangez pas tout. Voilà, ne mélangez pas tout pour dire oui, les Français viennent, ils veulent prendre, ils veulent faire ceci, ils imposent ça aux Français. Non, la France n'impose rien à quelqu'un. Elle est dans son coin. Si tu veux mon jeton, il dit l'oncle Sam dit que là, pour te donner là, il faut faire promotion de ça là. Est-ce que tu peux? Tu dis oui, donc on va venir signer, vous signez. Quand tu finis de signer, il faut que tu assumes. C'est tout. La France ne pose rien à quelqu'un. C'est le choix de chacun. Et puis, vous êtes rempli là-bas, là. C'est la France aussi. Aujourd'hui, là, vous êtes rempli là-bas. Tous les... Eh, non, soit. Il n'est pas allé. Mon cher. Il va me concentrer, il y a mes débats ici. Demain, il y a élection en France. Non, il n'est pas allé. Il va me concentrer. On va écouter ça, puis on va conclure. Nous sommes à l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso. Vous l'avez dit deux mots. Nous ne voulons pas qu'on utilise un autre Africain pour faire du mal à un pays africain. Yansi Diomaye Faye est panafricain. S'il n'est pas panafricain aussi, il sera traité comme Alassane Ouattara. Nous sommes à l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso. Vous l'avez dit deux mots. Voyez, je reviendrai en loin à l'âge sur cette vidéo plus tard pour parler encore des géopolitiques. Comme je vous ai dit, j'ai décidé de parler de géopolitique parce que je sais qu'en Afrique, là, il reste deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et ça, le général a dit en commission. Vous ne pouvez pas imaginer l'effort que les autorités ivoiriennes font, le ministre de la Défense, le chef de l'État, le Premier ministre. Même bon, si le Premier ministre, parfois, il est un peu ringard dans ses trucs un peu comme s'il se croyait à l'église pastorale, mais le Premier ministre, il est dépassé. Et il dit que parce qu'on est à l'église, il dit qu'il faut souffrir pour être heureux. Mais le Premier ministre, toi-même, il faut souffrir aussi pour être heureux. Là, que tu gagnes, il faut partager.
Tu as ta soie, ça, mais tu as été heureux aussi. Les gens vont faire comment souffrir. Bon, c'est pour détendre l'atmosphère. Je pense que c'est pour ça qu'il aimait beaucoup Bonjour 2000. Parce que ça lui va très bien. Ça lui va très bien comme un gant. Ça lui va très, très bien. Bonjour 2000 lui va très bien comme un gant. Le Bonjour 2025, là, c'est lui le pareil. Il est adorable. Et puis, il le dit de façon sincère. Il est adorable. Donc, on le salue. Et de façon excellente. Donc, pour vous dire, pour conclure, j'en étais où même d'ailleurs, je sais plus. Parce qu'on m'a envoyé la vidéo. Les Ivoiriens, vous n'êtes pas sérieux. Hein? Vous avez fait chanson sur le premier ministre. Vous ne venez pas créer problème. C'est le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Oh, Ivoiriens ne respectent rien. Vous avez fait chanson. Vous avez fait chanson sur le premier ministre. Vous avez le premier ministre. Vous avez l'humour. Donc, je pense que c'est... On dit qui aime bien châtie bien. Donc, je pense que c'est par... ils ont beaucoup de sympathie pour vous. Et c'est bien. Jeannette, elle dit j'en pleure, purée. Elle dit, les Ivoiriens ont fait chanson sur le premier ministre. Ils ont fait son zouglou, son wawoyo, son zouk. Ivoiriens, vous ne respectez rien. Donc, monsieur le Premier ministre, c'est avec beaucoup d'humour, donc qui aime bien châtie bien. Je pense que c'est aussi ce côté sympathique que les Ivoiriens apprécient chez vous. Donc ne le prenez pas, surtout pas en mal. Et puis, faites des sorties comme ça nous régale de temps en temps. En tout cas, moi, je me suis régalée. Oui. Bon, j'en vais arrêter parce que je ne sais plus où j'en étais. Voilà. J'en étais où? Je ne sais plus. Je sais vraiment plus où j'en suis à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser sur ces rires et dire que la relation entre la France et nous sommes un pays francophone. Voilà. Nous sommes... Moi aussi, j'ai perdu le fil, tu vois. Nous sommes un pays francophone et je veux dire que... il faut que les Ivoiriens sachent que le premier partenaire de la France en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le premier partenaire économique là, de la France en Afrique de l'Ouest, là, ce n'est même pas la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la relation que la France a avec la Côte d'Ivoire, c'est une relation affectueuse. C'est une relation fraternelle parce que nous avons beaucoup de liens. Il y a beaucoup de couples, comme des couples mixtes. Il y a beaucoup de métissage. On a un lien fort qui nous unit à la France. Et on aime la France comme la France nous aime aussi. On a nos défauts comme la France aussi a ses défauts. Donc, faisons vraiment attention. On a beaucoup à gagner. La France a beaucoup aussi à gagner. Donc, il ne faut pas, pour des incompréhensions, il ne faut pas détruire cette relation-là. Les gens sont jaloux même de la relation qu'on a avec la France. Donc, ces gens-là, ils n'arrivent pas à avoir cette même relation avec la France parce qu'ils ne sont pas ouverts d'esprit. La France est un pays d'ouverture. La Côte d'Ivoire est un pays d'ouverture. Et c'est pour ça que la France et la Côte d'Ivoire, nous sommes liés comme ça. Nous sommes liés. La France est un pays d'humour, d'autodérision. La Côte d'Ivoire est un pays d'humour, d'autodérision. On aime la culture. La France aime la culture. Vous voyez, on n'est pas... Les pays, là, ils n'ont pas cette relation. Ils ne peuvent pas en avoir avec la France. Et ils sont jaloux de ça. Donc, la jalousie, là, ils veulent pousser la Côte d'Ivoire à détester la France comme ils détestent la France. Non, on ne peut pas détester la France. On vous dit, c'est vrai qu'on aime la France. On aime la France et on aime la France. La France nous aime et nous aimera. Point barre. Si vous n'aimez pas la France, c'est votre problème. C'est votre problème.
Moi, il ne parle pas anglais, il ne parle pas russe, il ne parle pas chinois. Puis ça m'intéresse pas de parler les trois là, même. Ça ne m'intéresse pas. Français, même que je parle, il me débrouille un peu. Je suis en train d'apprendre pour mieux, pour améliorer, pour soutenir encore, soutenir bien mon français là. Comme ça, quand je parle devant les gens là, en tout cas, je ne vais pas bégayer. Hein? Vous ne savez même pas parler français, c'est russe, vous allez apprendre 2 jours. C'est chinois, vous allez apprendre 2 jours. C'est anglais, vous allez apprendre 2 jours. On n'a qu'à se concentrer. Hein? Le premier pays, c'est-à-dire le premier pays où la France investit plus en Afrique, là, c'est le Nigeria. Je vous donne le son aujourd'hui. Dites que vous êtes dans nous dit. Celui qui dit, il vient, puis on parle, on sort les chiffres. Le premier pays où la France investit le plus en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Mais le Nigeria est un pays anglophone. Ce n'est pas un pays francophone. Vous voyez les Nigériens parler? Ils ne parlent pas. Hein? C'est-à-dire que tout votre bruit que vous faites là, et ils ont dit, venez investir ici. Quand vous parlez du Nigeria là, c'est la France qui investit au Nigeria. Le premier pays où la France investit en Afrique de l'Ouest, en Afrique même, c'est le Nigeria. Ce n'est même pas la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu ça? Mais vous voyez les Nigériens gueuler. Vous en avez parlé. La culture là. Quand vous regardez les films, vous appelez Bollywood, comment on appelle Nollywood, je ne sais pas comment on appelle les films Igbo là. C'est financement de la France. Or, la Côte d'Ivoire pourrait bénéficier. Le pays qui bénéficiait de la culture même là, c'était le Burkina Faso. Mais des bêtises, des coups d'État à répétition. Regardez comment c'est devenu. Vous pensez que dans votre connerie, vous êtes enfermé là, les gens vont venir entrer dans vous. Eh, on ne rentre pas là-bas. Hein. Vous êtes mes parents. Ils vivent dans bêtises. Comment il peut dire ça? La culture, là, en Afrique de l'Ouest, meilleurs films, c'est les films burkinabés. Les meilleurs films, c'est les films burkinabés. Ils sont très forts, ils ont des grands acteurs, ils ont de grands réalisateurs. Le Burkina Faso, c'est le pays du film. Regardez aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire de ce beau pays-là. Pour des bêtises, des gens qui portent les gants de Larry Sheik à cause de vous. Vous êtes en train de détruire ce pays-là. Et vous pensez que les gens devraient venir s'associer avec vous pour détruire le pays-là? Non, on ne va pas détruire le pays avec vous. Ça fait très mal. Donc aujourd'hui, la France investit. C'est que les Anangos, là, ils disent rien. Ils sont assis là, il ne faut pas bruit. Ils récupèrent. Et puis maintenant, regardez. Quand il dit que c'est un continent lunaire, avec une population lunaire. Maintenant, c'est votre télévision. Vous achetez les films là dans la main du Nigeria pour regarder chez vous dans vos différents pays. Pourtant, cet argent-là, vous donnez ça. Bah. C'est malheureux et pathétique. Vous, pays francophones, aujourd'hui, là, c'est le Nigeria qui est devenu, on dit, le Nigeria est premier dans les films. Vous êtes assis devant, ça veut dire que vous vous réveillez le matin, à 9h du matin, vous regardez film Anago. Vous êtes assis devant film Anago, que vous oubliez votre propre vie. Le soir, vous êtes devant film Anago, mais c'est la France qui finance ça. Pourtant, c'est le Burkina Faso qui doit bénéficier de ces subventions dans le cinéma, dans l'art. Afin de distribuer ces films-là dans les pays francophones. Ça s'appelle la francophonie. Mais ressaisissez-vous, bon sang. Vous pensez que ça va être des révolutions bêtes qu'on développe un pays? Vous pensez que ça va être des révolutions bêtes qu'on développe un pays? Mes frères, c'est très belle soirée. Je vais m'arrêter là. Et puis, on aura le temps de poursuivre sur d'autres sujets. Parce que le problème du Burkina Faso me touche vraiment, me peine beaucoup. Parce que moi, dans ma famille, il y a des métis burkinabés. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai dit que mes oncles, là, ceux qui m'ont mis au dos, là, qui m'ont porté, là, quand j'étais petit, quand on partait en vacances au village, là, ils sont burkinabés. Donc, vous voyez, ça me touche quand je vois ce pays-là en train de se détruire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se détruire. Ça me fait... Je ne sais pas. Vous êtes assis, je reviendrai dessus. Voyez ce qui se passe en Afrique, dans le Sahel, là.
Et vous avez dit, l'oncle Sam est en train de foutre le désordre. Vous ne savez pas, c'est amusement. Mais quand les Africains vont comprendre que c'est Sam qui fout le désordre là, c'est là qu'il dit, pour les uns, amusez-vous. Sam là, il est sans état d'arme. Donc vous pensez que... Bonsoir, à très bientôt, on parlera de ce sujet. Je vous embrasse, Laurie Gloï, la population villageoise, Naïe Viviane Sika, bonsoir, Jeannette Amon Lagarta Kwame, je t'embrasse, bonsoir. Bonsoir à vous tous, je vous embrasse. Vraiment, on a duré sur ce live. Merci pour votre présence, merci d'être là, merci pour ceux qui ont relayé et merci pour ceux qui vont suivre après ce live-là. À mes jeunes frères dont j'ai joué les deux séquences vidéo, je vous encourage à vous instruire davantage. Vous pouvez apporter, vous avez il y a des qualités, mais il faut vraiment vous saisir encore mieux de ces questions-là, de faire plus de recherches. Et je pense que vous pouvez être utile pour demain, parce que on dit que l'avenir appartient à la jeunesse et vous faites partie de cette jeunesse-là. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets, mais j'ai apprécié votre courage, votre fougue, cette envie de participer, de faire évoluer le débat. J'ai vraiment apprécié. Bonsoir et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Cousin Daoulou.